Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30. Aujourd'hui, émission un peu spéciale consacrée au congrès de France Urbaine. C'est l'association qui regroupe les élus des grandes villes et des métropoles. Dans quelques minutes, nous serons en duplex avec Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, président de France Urbaine. Et pour nous aider à comprendre les enjeux de ce congrès, Sébastien Fournier, directeur de la rédaction d'Objectif Métropole de France, est en plateau avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Stéphane Le Foll, le maire socialiste du Mans, membre de France Urbaine. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet de Ouest France. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous sommes dans la Creuse pour voir les conséquences de la sécheresse. Et enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Nous parlerons entre autres de ces maires qui prennent des arrêtés anti-pesticides. Mais d'abord, un résumé de l'actualité de ce mercredi 18 septembre. Gérald Darmanin dévoile les premières pistes du budget 2020 qui sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Dans le journal Le Parisien, le ministre défend un budget de pouvoir d'achat et de baisse d'impôts. La loi sur l'économie circulaire est arrivée au Sénat hier. Les sénateurs l'examinaient en commission. Ils ont apporté des modifications, notamment dans la lutte contre les décharges sauvages. Et puis à Belfort, les syndicats de General Electric vont aujourd'hui proposer un plan alternatif à la direction. Le plan initial de l'entreprise prévoit 1000 suppressions d'emplois, dont 800 pour le seul site de Belfort. Le gouvernement a déjà déclaré ne pas l'accepter en l'état. Nous allons donc consacrer cette première demi-heure au congrès de France Urbaine qui a lieu toute la journée à l'Hôtel de Ville de Paris. Nous allons en voir les enjeux avec vous, Sébastien Fournier. Bonjour, vous êtes le directeur de la rédaction d'Objectif Métropole de France. À côté de vous, Alexandre Poussard, notre journaliste parlementaire qui sera avec nous tout au long de l'émission. Sébastien Fournier, on va parler de ce congrès de France Urbaine. Alors vous, France Urbaine, vous connaissez ça par cœur, mais ce n'est peut-être pas le cas de tous nos téléspectateurs. Pour vous aider à tout comprendre, Jérôme Rabier vous explique. France Urbaine, c'est l'association des élus des plus grandes villes françaises et de leurs agglomérations. Revendiquant de représenter plus de la moitié de la population française, l'association présidée par Jean-Luc Moudenc, le maire LR de Toulouse, a une place à part dans les associations d'élus. Contrairement à l'Association des maires de France, à l'Assemblée des départements de France ou encore à Région de France, elle n'a jamais claqué la porte du dialogue avec le gouvernement d'Édouard Philippe. D'abord parce que sa composition est très pluraliste, avec un quasi-équilibre droite-gauche, mais aussi en raison de la proximité de son président avec Édouard Philippe. Après avoir été les grandes gagnantes des dernières lois territoriales, avec notamment la création des métropoles, les grandes villes ont désormais une crainte, que le gouvernement privilégie la ruralité à leur détriment, alors que France Urbaine défend depuis sa création la fin du clivage rural-urbain. Sébastien Fournier, on a vu ce qu'était France Urbaine. Ils tiennent aujourd'hui leur congrès qu'on appelle la Conférence des villes. C'est une tradition pour cette association. Oui, c'est une tradition. Bonjour Oriane, ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Mais on est ravi de vous accueillir. C'est une tradition et c'est aussi un moment privilégié. Les maires de grandes villes, les présidents des grandes agglomérations, des métropoles notamment, se donnent rendez-vous chaque année à la rentrée, au mois de septembre, pour discuter du fait urbain dans un pays qui a été longtemps dominé par évidemment un aménagement plutôt rural. Donc c'était un moment privilégié, un moment important pour discuter notamment avec le gouvernement sur ces questions-là. Alors, quels sont les enjeux de ce congrès, ce 19e congrès aujourd'hui, Sébastien ? Aujourd'hui, on est évidemment à quelques mois des élections municipales. C'est évidemment pas véritablement le sujet qui sera durant les discussions à la conférence des villes cette année, mais évidemment, quand même, tout le monde l'a en tête. Tout le monde l'a évidemment en tête. Il y a surtout des sujets qui concernent en effet des textes qui sont actuellement en discussion, notamment sur l'économie circulaire, notamment sur la fiscalité, puisqu'il y a la réforme de la fiscalité qui est en cours, c'est la compensation de la suppression de la taxe d'habitation dont il est question, et puis des textes aussi concernant l'aménagement, on va dire, du territoire, la cohésion des territoires, l'urbain et le rural, qui fait effectivement grand débat aujourd'hui dans ce pays.
On va revenir sur tous ces textes et sur ce qu'en attend France Urbaine, notamment l'économie circulaire qui est au Sénat. On va en parler avec vous, Alex, dans quelques instants. Mais c'est vrai que Sébastien, on l'a un peu vu dans le sujet de Jérôme Rabier. France Urbaine n'a pas vraiment le même rapport avec l'exécutif que d'autres associations d'élus comme l'AMF, qui représente les maires, par exemple. Absolument. France Urbaine s'est toujours présenté comme un partenaire de l'exécutif. Et c'est vrai, depuis le début, à vrai dire, de l'élection du président de la République, Emmanuel Macron, on avait pu constater en effet un peu une forme de copinage, un peu entre le gouvernement et les élus locaux. Il est vrai qu'Emmanuel Macron, qui, rappelons-le, était le chantre de la mondialisation heureuse, qui était celui des métropoles, les métropoles puissantes, qui allaient tirer les locomotives, qui allaient tirer le pays vers le haut. C'était un discours qui a beaucoup plu aux élus urbains. Du coup, ils ont beaucoup travaillé ensemble, mais les choses se sont un petit peu refroidies depuis le début, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, des erreurs d'Emmanuel Macron, et puis surtout cette fameuse fracture territoriale dont on a parlé entre l'urbain et le rural, des élus ruraux qui se sont sentis oubliés et qui demandent de la part de l'État, évidemment, de l'aide, parce que là, il y a des choses à faire en la matière. Et est-ce que vous pensez que c'est pour cette raison qu'Édouard Philippe n'est pas là aujourd'hui? Parce qu'Édouard Philippe, il était là lors des 2 précédents congrès de France Urbaine. Absolument. Il était là même très souvent dans les années passées. Il est fort probable que le gouvernement veuille plutôt aujourd'hui cajoler les territoires ruraux, de peur qu'une nouvelle crise des élus et la crise des gilets jaunes se reproduise, et préfère aujourd'hui ne pas trop s'afficher auprès des élus urbains. Eh ben, on en parlera avec Jean-Luc Moudenc, puisque je vous le disais, il sera en duplex avec nous dans quelques minutes. Jean-Luc Moudenc, le président de France Urbaine. Mais d'abord, nous allons tenter de comprendre les problématiques des métropoles, de leurs élus, avec notre reportage sur le terrain. Quentin Calmet et Jonathan Dupriez se sont rendus dans le Puy-de-Dôme, dans la métropole de Clermont-Ferrand. Depuis le sommet du Puy-de-Dôme où nous nous trouvons, on observe l'aire urbaine de Clermont-Ferrand. Depuis 2 ans, ce sont au total 21 communes qui constituent ensemble une nouvelle métropole, avec, selon les élus, de bons et de mauvais côtés. Parmi les critiques qui reviennent le plus, il y a cette perte de proximité avec les habitants, notamment dans les petites communes. Parmi ces petites communes, aux portes de Clermont-Ferrand, il y a Nonant, un village calme, résidentiel, désormais rattaché à la métropole. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Eau, assainissement ou encore voirie, tous ces dossiers sont désormais gérés par la métropole. Et globalement, est-ce que ça s'est bien passé, la mise en place de cette métropole ? Ça a été difficile, mais ça va de mieux en mieux. Et je pense qu'il faut un peu prendre le temps d'apprendre à travailler ensemble. Les habitants du village ne sont pas encore habitués au changement. Avant, les habitants venaient en mairie et la mairie appelait le délégataire qui était là pour gérer cette compétence. Aujourd'hui, il faut que les habitants prennent l'habitude de se tourner directement vers la métropole. J'ai encore eu ce matin un exemple qui est flagrant et si vous voulez, on peut aller le voir ensemble. C'est parti. Après vous. Ici, la route est devenue impraticable, mais le riverain n'a pas prévenu le bon service de voirie. Ça crée un échelon qui donne un petit problème de réactivité. Est-ce que là, on n'est pas, avec cette proximité en moins, dans une des limites de cette métropolisation à Clermont-Ferrand ? Aujourd'hui, oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, on n'en est encore qu'à la création de la métropole. 2 ans pour la vie d'une métropole, je pense que c'est une jeune métropole. À Clermont-Ferrand, c'est lui qui préside le conseil métropolitain depuis 2 ans. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous allez bien ? Bien et vous ? Olivier Bianchi est un fervent défenseur de l'intercommunalité et de la métropole, un échelon qu'il juge pertinent. Un des intérêts de la métropole, tout le monde profite de tout le monde en fait, au sens positif du terme. La métropole, elle a des frais de centralité qu'elle peut partager, elle a une densité de logements sociaux qu'elle peut rééquilibrer, et en même temps, le périurbain, le rurbain ou le rural, dont on a pu voir qu'il y avait des territoires qui se sentaient lésés, elle peut retrouver grâce à l'objet métropolitain de l'aménagement solidaire du territoire. Donc c'est un gagnant-gagnant. Le maire reconnaît que certains aspects pourraient être améliorés.
Moi, je crois que d'abord, il est un peu tôt pour faire un vrai bilan, si on est honnête. On a mis beaucoup de temps à faire le mécano institutionnel, transfert de personnel, mise en place de nouvelles formes de gouvernance. Le prochain mandat va être un mandat d'accélération sur la réalisation de ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, il n'y a pas eu le choc qui avait été craint par beaucoup d'élus, finalement, d'une sorte d'autorité supérieure désincarnée qui viendrait finalement détruire le lien entre les citoyens et les élus. La métropole est vecteur de développement pour les uns. Elle est synonyme d'éloignement des services publics pour les autres. Cette nouvelle strate du millefeuille territorial cherche encore ses marques. Pour le maire de Clermont-Ferrand, un premier bilan pourra être tiré en 2023. On a vu Sébastien Fournier dans ce reportage de Quentin Calmet et Jonathan Dupriez. Les relations sont parfois compliquées dans une métropole entre les villes-centres, la ville principale et puis les communes alentours. Oui, ce n'est pas toujours très simple. J'ai l'exemple de Besançon, par exemple. Besançon, qui est une communauté d'agglomération qui va basculer en communauté urbaine, c'est-à-dire qu'en gros, les communes, les maires des communes vont donner plus de compétences à l'intercommunalité, mais ça a bloqué. Ça a beaucoup bloqué parce que les maires n'étaient pas prêts, les maires des petites communes n'étaient pas prêts à donner les compétences à l'intercommunalité. Donc on voit à quel point c'est des choses qui sont assez compliquées. C'est une question de pouvoir et une question de richesse aussi. Vous avez certaines communes qui ont effectivement beaucoup de fiscalité et qui ne sont pas toujours prêtes à la partager. Donc ce n'est pas toujours simple. Et comment ça se passe entre les métropoles entre elles ? Entre les métropoles entre elles, elles travaillent ensemble, elles font ce qu'on appelle un peu du benchmarking. Elles travaillent ensemble, mais le sujet n'est pas tant là, c'est plutôt les métropoles avec les territoires environnants, où là aussi les choses peuvent être compliquées. En plus, on a des représentations qui sont très très erronées. On a tendance à penser que la métropole est très riche, très puissante, comparativement au reste du territoire qui, lui, est très pauvre. La réalité est vraiment très très différente. Vous avez des territoires environnants qui sont absolument riches, je le dis, qui sont très riches et qui ne veulent aucunement partager leur richesse. Allez Sébastien Fournier, on va tout de suite prendre la direction de l'Hôtel de Ville de Paris où se tient sa 19e conférence des villes, ce congrès de France Urbaine. Retrouvez le président de France Urbaine, Jean-Luc Moudingue. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean-Luc Moudingue. Vous êtes également le maire de Toulouse. Alors, 19e conférence des villes qui se tient aujourd'hui. Mais en l'absence du Premier ministre, Édouard Philippe, est-ce que vous le regrettez ? Vous savez, le Premier ministre est venu déjà souvent. L'essentiel, c'est que le dialogue avec le gouvernement se poursuive. On n'aura pas moins de 5 ministres qui vont défiler. Et donc, c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on aborde les sujets et que l'on puisse avancer, j'espère, dans le sens des propositions que nous faisons. Et vous parlez de ce dialogue avec le gouvernement. Comment se passe actuellement le dialogue avec le gouvernement ? Écoutez, il se passe plutôt bien. Le gouvernement a été ébranlé, bien évidemment, par la crise des Gilets jaunes et je crois qu'il a pleinement pris conscience de la nécessité impérative de dialoguer avec les territoires. Diriger la France depuis Paris, d'accord, mais ça n'a pas de sens s'il n'y a pas de dialogue avec les territoires et je crois que peu à peu se trouve reconnu le rôle irremplaçable des maires, des présidents d'intercommunalités, des autres collectivités. Et donc ce que nous attendons pour les mois à venir, à travers plusieurs projets de loi, c'est que ce dialogue porte ses fruits et qu'un certain nombre de propositions qu'on a pu formuler permettent de rééquilibrer le rapport avec l'État, faire en sorte que nos initiatives, au lieu d'être bridées, freinées par une multiplicité de procédures étatiques centralisées, puissent au contraire s'épanouir plus rapidement, plus librement, bref, que l'État nous fasse confiance. On va parler de ce que vous demandez, ce que vous attendez du gouvernement, mais vous parliez de cette crise des Gilets jaunes. On a un peu l'impression que l'exécutif portait beaucoup d'attention aux métropoles et que désormais, il se tourne plus vers les territoires ruraux. Est-ce que les métropoles sont les victimes collatérales de cette crise des Gilets jaunes ? D'abord, pour être franc, je n'ai pas eu l'impression que le gouvernement, avant la crise des Gilets jaunes, ait privilégié les métropoles. Je sais bien que ce discours-là, il existe, il est dominant. Simplement, quand je demande à ceux qui le tiennent, donnez-moi un seul exemple qui montre que nous avons été privilégiés depuis 2017, personne n'est capable de me répondre. Donc c'est une idée, c'est un fantasme. Par contre, à cause de ce fantasme, effectivement, le gouvernement s'était construit une image d'éloignement par rapport aux territoires périphériques et ruraux. Et c'est vrai que, à l'issue du grand débat, le président de la République lui-même, les membres de l'exécutif ont déployé de très considérables efforts pour
prendre le contact, pour se reconnecter avec la réalité du terrain dans les périphéries. Moi, je crois que c'est utile. Vous savez, nous, ici, dans les grandes villes, dans les métropoles, on n'a jamais prôné le développement des grands ensembles urbains de manière égoïste, en voulant prendre tout pour nous. Ça n'a jamais été notre point de vue. Au contraire, depuis plusieurs années, avant même cette crise, on prône ce qu'on appelle l'alliance des territoires, c'est-à-dire un dialogue fructueux, des projets partagés entre les grands ensembles urbains qui sont les moteurs de la croissance et de l'innovation de notre pays, et puis les espaces ruraux, les espaces de périphérie. Voilà, donc que le gouvernement ait un regard un peu plus approfondi sur une partie du pays qui, c'est vrai, trop souvent décroche, ça me paraît quelque chose de positif. Bonjour Jean-Luc Moudenc. Les territoires semblent être en guerre contre les métropoles qui sont accusées de tous les maux. Comment vous réagissez à ces critiques ? D'abord, je ne crois pas qu'il y ait des territoires en guerre, honnêtement. Il y a plutôt des va-t-en-guerre ici ou là dans la classe politique, tant à droite d'ailleurs qu'à gauche. Il y a effectivement certains élus qui reprennent le discours facile, la métropole est riche, la ruralité est pauvre, et donc à partir de là se nourrit un discours de clivage et d'opposition. Par contre, les collectivités elles-mêmes, franchement, je n'ai pas l'impression que de telles tensions existent. Et au contraire, ce que nous faisons, nous, c'est que nous promouvons des accords de coopération. Il existe pas moins de 160 accords de coopération sur l'ensemble du territoire national entre des adhérents de France urbaine et des intercommunalités rurales ou des petites villes ou des villes moyennes. Vous prenez l'Alliance des territoires, vous l'avez dit. Pourtant, le nombre de coopérations, bien qu'elles soient en hausse, sont quand même peu nombreuses. Comment vous l'expliquez ? Elles sont peu nombreuses parce que nous vivons sur des préjugés. Et nous vivons sur ce clivage rural-urbain qui a pu être exacerbé par un certain discours lors de la crise des Gilets jaunes. Et ce clivage, effectivement, n'amène pas les élus à se parler suffisamment. Et puis, parfois, il faut bien le dire, il y a d'autres collectivités qui s'interposent entre élus ruraux et élus urbains et qui ne facilitent pas ce dialogue parce que elles y voient un danger pour elles-mêmes, elles veulent à tout prix exister. Voilà, donc il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup d'efforts. Simplement, nous avons, nous, un état d'esprit qui est un état d'esprit d'ouverture, de coopération. Il ne date pas de cette crise, je le répète. C'est un sujet que l'on travaille depuis des années. Nous sommes persuadés que le destin, l'avenir des métropoles, il ne peut pas concerner que les métropolitains. Il doit forcément entraîner tout l'environnement et que nous, présidents de métropole, nous avons bien évidemment des devoirs à l'égard de nos ressortissants, c'est-à-dire de ceux qui vivent sur le territoire métropolitain, mais nous avons aussi des devoirs vis-à-vis de ceux qui ne sont pas dans notre périmètre géographique, mais qui vivent dans notre aire d'influence. Il faut inventer de nouvelles formes de coopération, il faut que les élus se parlent directement. Peut-être que tous les outils réglementaires ne sont pas forcément au point. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la conviction qui nous habite, c'est qu'on avancera par le dialogue, certainement pas par l'entretien permanent de discours d'affrontement et de clivage. Alors, on vous a bien compris, Jean-Luc Moudenc, sur votre état d'esprit, sur la méthode, sur le fond. Maintenant, qu'attendez-vous précisément du gouvernement aujourd'hui ? Vous l'avez dit, 5 ministres seront présents à cette conférence des villes. Alors, on a plusieurs dossiers, évidemment, à voir avec les ministres. On a, grosso modo, 2 messages à faire passer au gouvernement. Le premier message, c'est l'idée que la décentralisation, enfin l'étape de décentralisation que le gouvernement a annoncée pour l'an prochain, cette étape-là, on doit la préparer ensemble. Comme elle va nous concerner, mieux vaut qu'on bâtisse le projet ensemble plutôt que de se retrouver dans une situation où le gouvernement prépare sa feuille de route de son côté et vient ensuite nous demander un peu rapidement notre avis. Et l'idée, c'est pas tellement de transférer les compétences. Beaucoup de compétences ont déjà été transférées depuis 30 ans, depuis l'État vers nos collectivités. C'est plutôt les conditions de l'exercice des compétences. Faire en sorte que lorsqu'on nous donne une compétence dans tel ou tel domaine, eh bien l'État nous fasse
totalement confiance. Or aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et pour plein de projets que nous impulsons, que nous finançons en grande partie, on doit sans arrêt remonter à Paris, passer par des procédures qui prennent un temps fou, qui retardent les projets, qui n'ajoutent finalement rien au projet lui-même, si ce n'est un regard réglementaire plus affûté. Donc, nous faire confiance. Et on va travailler cette idée de la confiance sur plusieurs sujets, le logement, l'inclusion numérique, la question de la fiscalité également va être très présente dans nos débats. Vous parlez de la fiscalité. Vous savez, la taxe d'habitation. Vous parlez de la fiscalité. Cette réforme de la fiscalité locale, c'est un gros chantier à venir. Comment compenser la fin de la taxe d'habitation? Est-ce que vous êtes satisfait des premières pistes du gouvernement? Alors le gouvernement a donné une première piste qui nous va, qui rejoint nos propositions, à savoir faire en sorte que la part départementale de la taxe foncière soit attribuée aux communes. Par contre, avec ça, on ne compense pas la totalité de la perte de la taxe d'habitation. Et donc, il faut donc une deuxième compensation. Le gouvernement a avancé, ça pourrait être une fraction de TVA. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord et nous voulons poursuivre le dialogue avec lui pour les mois à venir. Nous préférerions avoir un impôt qui soit d'abord plus autonome, enfin qui nous donne de l'autonomie. La TVA, vous savez, c'est un impôt national, donc on n'a aucun pouvoir sur la détermination de cet impôt. On a également une autre idée à faire valoir, c'est que, comme nous avons en charge le développement économique à travers l'aménagement des zones d'activité, il faut que ce que nous faisons dans ce domaine-là se retrouve dans la fiscalité. Et donc pour ça, il existe un impôt qui est la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée, qui est un impôt de nature économique. Une fraction de cet impôt est aujourd'hui dans l'escarcelle des départements. Nous proposons que ça nous soit attribué ainsi qu'aux régions. Très rapidement, Sébastien Fournier, très rapidement. Oui, Jean-Luc Moudenc, les régions depuis 2016 ont une part de la TVA, ils ne s'en plaignent pas. Qu'est-ce qui vous dérange exactement? Parce que, grosso modo, c'est de la fiscalité qui rentre malgré tout. Oui, c'est de la fiscalité, mais c'est de la fiscalité très aléatoire. Vous savez, les produits de TVA, selon l'année, peuvent varier. Or, ils varient selon quoi? Ils varient selon l'évolution de la richesse du pays, selon l'ambiance générale de l'économie du pays. Or, nous, on aimerait une variation qui soit plus en lien avec nos décisions, avec notre politique économique locale, c'est-à-dire avec tous les projets de nature économique que nous impulsons. Et c'est pour ça que nous préférerions un impôt qui soit local, qui ne soit pas national, un impôt qui soit territorialisé. Et cette part départementale de CVAE correspond à cette définition. En plus, il faut le savoir, la part départementale de la CVAE, c'est quelque chose d'obsolète, puisque les départements, de par la loi, depuis 4 ans, n'ont plus de compétences dans le domaine économique. Et ils touchent pourtant une fraction de l'impôt économique. Donc au fond, ce que nous proposons, c'est aussi une mise en cohérence par rapport à la loi. Merci beaucoup Jean-Luc Moudenc, président de France Urbaine, d'avoir été en duplex avec nous depuis l'Hôtel de Ville de Paris, où se tient donc cette 19e conférence des villes. Ce sera à suivre sur l'antenne de Public Sénat aujourd'hui à partir de 11h. Merci Jean-Luc Moudenc. France Urbaine, on le disait, on l'a entendu, va faire aujourd'hui des propositions sur plusieurs réformes, Alex Poussard, dont la loi sur l'économie circulaire qui est examinée depuis hier en commission au Sénat. Et oui, Oriane, et on va en parler parce que... Et oui, Oriane, les sénateurs ont terminé hier l'examen en commission de ce projet de réforme, de projet de loi anti-gaspillage, et ils ont un peu apporté leur touche à ce projet de loi. Alors, je le rappelle, le gouvernement veut élargir la logique du producteur, du pollueur payeurs pour les fabricants notamment de jouets, les fabricants de tabac, également les fabricants d'objets de bricolage. Les sénateurs sont allés encore plus loin en touchant les fabricants de textiles sanitaires, c'est-à-dire les serviettes hygiéniques, les lingettes, les couches, car ces textiles sanitaires représentent 33 kg de déchets non recyclables par an et par habitant, ce qui est quand même beaucoup. Et puis toujours dans cette logique du pollueur-payeur, les sénateurs se sont penchés sur les décharges sauvages qui sont un vrai problème pour les collectivités, notamment pour les métropoles, car ces décharges sauvages coûtent
300 millions d'euros par an aux collectivités. Et pour l'instant, ce sont les habitants qui payent l'addition à raison de 5 euros par an par habitant. Les sénateurs ont donc ajouté un nouveau principe. Ce seront les producteurs de déchets qui vont financer la lutte contre ces décharges sauvages. Et puis notez enfin que les sénateurs ont interdit l'obsolescence marketing. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est en fait les publicités qui incitent à jeter un produit pour en acheter un nouveau. Fini donc les publicités où on incite à acheter le dernier smartphone et à jeter l'ancien. Merci beaucoup, Alex. Bougez pas, on va vous retrouver dans quelques instants. Un mot, Sébastien Fournier, sur l'économie, la loi sur l'économie circulaire anti-gaspillage. France Urbaine, on le disait, a des propositions sur ce texte. Quel est leur avis rapidement ? Alors, ils sont globalement satisfaits du texte. Il y a un point, cela dit, qui les chagrine, c'est le cas de la consigne. Le cas de la consigne donc, pour les emballages plastiques. Selon eux, cela vient concurrencer les dispositifs de tri mis en place dans les collectivités locales, ce que... il faut comprendre à travers ça, c'est bien évidemment c'est la rétribution, parce que les emballages qui sont triés sont ensuite recyclés, valorisés, et c'est de l'argent qui revient dans les caisses des collectivités locales. Donc, pardon, c'est une manne pour elles n'ont absolument pas envie de s'en passer. Merci beaucoup Sébastien Fournier, on va vous retrouver tout à l'heure. Mais Alex, c'est à nouveau à vous, cette fois pour votre revue de presse quotidienne régionale, c'est à vous. Et oui, à la une du Dauphiné libéré, on évoque cette étude des experts du climat français qui prévoit une hausse de la température de la planète de 7 degrés en 2100, une prévision assez pessimiste. C'est le pire scénario si jamais nous ne changeons pas nos comportements. Alors rappelons que l'accord de Paris sur le climat en 2015 prévoyait de limiter à moins de 2 degrés cette hausse des températures en 2100. Et pour l'instant, les États signataires de cet accord sont encore loin des objectifs. Autre titre dans le Courrier Picard qui revient sur la mort d'un étudiant de Rouen ce week-end. Et oui, et la faculté d'Amiens sous le choc après le décès de cet étudiant rouennais le week-end dernier lors d'une fête d'intégration organisée en Belgique par les étudiants amiénois. Alors quand on lit les pages intérieures, on voit la réaction de la direction de l'université d'Amiens qui refuse toute responsabilité. Rappelle qu'elle n'était pas organisatrice de ce week-end d'intégration. Une cellule d'écoute et de soutien a été ouverte pour les étudiants amiénois présents lors de cet événement. Et lorsqu'on lit l'interview du directeur de l'université, eh bien on voit finalement un aveu d'impuissance. Les fêtes d'intégration sont bien encadrées par une charte écrite par l'université, mais le directeur de l'université assure qu'il ne peut pas interdire les fêtes hors de l'université. Et puis à la une de Var Matin, Alex, on parle d'un sujet qui concerne les métropoles, puisqu'on parle des lignes de train. Et oui, le journal varois revient sur le projet de nouvelle ligne ferroviaire entre Marseille et Nice, une ligne qui avait été d'ailleurs annoncée par Elisabeth Borne en mars dernier alors qu'elle était ministre des Transports. Cette nouvelle ligne ferroviaire doit permettre de désengorger la voie vieillissante qui existe actuellement entre Marseille et Nice et permettre de relier les deux métropoles du Sud en moins d'1h40. Merci beaucoup Alex, on vous retrouve un peu plus tard dans cette émission. Vous aussi Sébastien Fournier, puisqu'on continuera à parler de ce congrès de France Urbaine. Mais d'abord, dans 2 minutes précisément, c'est l'heure de l'invité politique. Et aujourd'hui, nous recevons Stéphane Le Foll, le maire socialiste du Mans, président de Le Mans Métropole. Nous parlerons bien sûr avec lui du malaise des maires et des propos d'Emmanuel Macron sur l'immigration, entre autres. Et l'immigration, justement, c'était le thème du débat hier dans Allons plus loin, l'émission de Rebecca Fitoussi, tous les jours à 16h30. Regardez un échange entre une avocate et 2 parlementaires. De quel ressenti parle les bidonvilles qui sont aux entrées de Paris, par exemple. Alors, le problème, les bidonvilles aux entrées de Paris, ça vous paraît normal? Ça vous paraît... On va vous emmener sur les territoires. Ah non, mais je vous remercie. J'ai les mêmes dans mon département. Je vous remercie, c'est mon métier. J'ai les mêmes rencontré les régions, voilà. Mais ça, vous pensez que les Français, excusez-moi, quand je parle de ressenti, ça c'est concret. Je vous remercie, monsieur le sénateur, c'est mon métier. Je passe mon temps justement dans les bidonvilles et dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile, les CAO, donc je les vois. À côté de ces lieux, il y a un ressenti qu'il faut. Le problème, c'est la gestion humaine. Nous avons des obligations juridiques. Oui. Nous devons accueillir les demandes des gens, les traiter humainement, donner un statut ou ne pas donner un statut, et si il faut raccompagner des gens ensuite à l'extérieur, le faire humainement et dans les conditions qui sont édictées par la loi. Le problème, c'est que la France essaye de le faire, mais pas forcément bien, et pas forcément avec les bonnes méthodes, et sans respecter les textes. Je pense que la CIMAD là-dessus sera beaucoup mieux placée que moi. Pour vous, c'est ça le problème, et pas tant ce que les gens ressentent.
les autres. Le problème, les gens ressentent l'influence sur le ressenti des gens, c'est aussi le discours politique tel qu'on l'utilise. Si vous avez quelqu'un qui parle de torrent et qui va vous marteler qu'il y a un torrent d'immigration en France, à la fin, vous allez entendre qu'il y a un torrent d'immigration en France. On va forcément y croire. Et ça n'est pas une question d'intelligence ou pas d'intelligence. Si on vous martèle avec ces informations-là, vous allez y croire. On va nous faire croire à tort et à travers qu'aucun Albanais et qu'aucun Géorgien ne devrait avoir à déposer une demande d'asile en France. Je reprends pas exactement les propos de M. Castaner, je ne me permettrai pas parce que je pourrais me tromper, mais en l'occurrence, il parle de problème de la demande d'asile géorgienne et problème de la demande d'asile albanaise parce qu'il y en a plusieurs milliers et sous prétexte que ces pays ne seraient pas en guerre. Sauf que la demande d'asile, ça n'est pas uniquement les pays en guerre. Dans ces pays-là, il y a des personnes LGBT qui sont persécutées. Il y a des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Il y a des personnes qui sont victimes de vengeances personnelles et qui ont besoin d'une protection. Et à ces gens-là, on va leur dire, excusez-nous, c'est plein. Ça n'est pas possible. Et notre invité politique ce matin, c'est Stéphane Le Foll. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire du Mans, président de Le Mans Métropole. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec les télés locales, les Indes des radios et la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par le quotidien de votre région, Stéphane Le Mans, Stéphane Vernet, qui dirige le bureau parisien du journal de Ouest-France. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer par ce que dit Gérald Darmanin ce matin dans le Parisien. Stéphane Le Foll, il dévoile les premières pistes du budget 2020 qui sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Il défend un budget du pouvoir d'achat, des baisses d'impôts. Il dit « Nous avons fait la plus grosse baisse d'impôts qu'un gouvernement de la 5e ait réalisée ». Vous applaudissez ? Non, j'applaudis pas. C'est vrai qu'il y a des baisses d'impôts très importantes qui ont été engagées. La première, ça a été la baisse sur l'ISF et la baisse sur la fiscalité du capital. Je le dis sur la fiscalité du capital, à un moment d'ailleurs où les taux d'intérêt sont très bas. L'idée qu'il fallait baisser la fiscalité sur le capital pour que les gens puissent investir, dans un moment où on est avec des taux d'intérêt négatifs, ça s'avère complètement faux. Ça fera 25 milliards d'euros sur 5 ans. Ensuite, vous avez par exemple la taxe d'habitation. Vous allez la supprimer, très bien. On est sur 80% d'ici 2019-2020. Restera 20%. Qui coûteront pratiquement aussi cher que les 80 précédents. C'est-à-dire que le coût marginal fiscal de la dépense de l'État sera d'autant plus élevé au fur et à mesure que vous allez la supprimer en totalité. Plus de 24 à 25 milliards d'euros. Vous avez un certain nombre d'autres décisions qui ont été prises sur la question des impôts. Très bien. Tout ça, ce sont des dépenses qui vont faire autour de, 100 milliards sur le quinquennat, sans aucun objectif véritablement social, sans aucun objectif écologique, puisqu'on en parle. Et en termes d'économie, bien sûr, la baisse des impôts peut être un facteur d'augmentation de la consommation interne, mais pour l'instant, c'est des facteurs extrêmement fragiles. Ce n'est pas des facteurs multiplicateurs. Ça peut avoir un impact à un moment, faut-il que c'en ait un sur la durée. Et je ne le crois pas. Et puis après, quand vous faites autant de baisses, eh bien vous êtes obligé pour boucler votre budget, de faire aussi, en compensation, des économies. Et c'est là que l'équation devient compliquée pour le gouvernement. Vous ne croyez pas à la baisse du déficit, aux objectifs affichés par le gouvernement ? Le déficit sera à plus de 2% cette année, bon, très bien. Par rapport aux objectifs, si j'ai bien compris, Emmanuel Macron a une application maintenant pour mesurer et évaluer, il n'aura qu'à appliquer son application pour le déficit. Et vous verrez qu'elle va être avec un petit rouge. Vous avez parlé de la suppression progressive de la taxe d'habitation, vous avez parlé de compensation. Est-ce qu'on sait clairement aujourd'hui comment... en plus, ça vous inquiète, comment ce sera compensé pour les collectivités ? Vous vous rendez compte, c'est autour de 20 en totalité, une fois qu'elle sera à 100%. Aujourd'hui, on va être autour de 13 ou 14 milliards. On ne sait pas clairement comment ça va être compensé. Alors, ça vous pose des problèmes concrètement ? Écoutez, 14 milliards en moins pour des collectivités, de recettes. Et vous ne savez pas par quoi ça va être compensé exactement. Et quand le gouvernement dit qu'on compensera à l'euro près, vous n'y croyez pas ? Oui, à l'euro près. Alors après, quelle est la compensation ? Est-ce qu'elle est dynamique ? Parce que la taxe d'habitation, c'est un produit fiscal qui est calculé avec des taux qui sont votés par les collectivités, mais sur une base qui évolue. Au fur et à mesure que vous avez des habitants, vous avez une dynamique fiscale. Là, ça sera compensé. Est-ce que ça va être compensé, soi-disant à l'euro près, mais à la date donnée de la suppression ? Et après, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va être compensé, indexé ? Comment ? Compensé par quoi ? Est-ce que c'est par un impôt ou est-ce que c'est par une dotation ? Et quand est-ce que vous aurez des réponses à toutes ces questions ? Écoutez, il paraît que le débat sur la loi de finances, j'ai écouté Gérard Larcher hier soir,
puisqu'il est venu, il y avait un pot avant la réunion de France urbaine. Ce qu'il a dit, c'est que le Sénat ne s'engagerait pas dans un débat sur la loi de finances s'il n'y a pas d'abord une simulation sur les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation, et puis globalement sur qu'est-ce qu'on va mettre à la place. Il est inquiet, Gérard Larcher, sur Je ne sais pas s'il était inquiet, enfin en tout cas il avait l'air de dire qu'il était ferme et clair. Juste un dernier point concernant les histoires de budget, de dépenses. Vous voyez les prix à la pompe qui augmentent pour des raisons de conjoncture internationale. Est-ce que ça vous inquiète, notamment par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, le prix de l'essence ayant mis le feu aux poudres au moment de la crise des Gilets jaunes? Alors ce qui a mis le feu aux poudres, c'est effectivement, vous avez raison, c'était le prix de l'essence. Ajouté à cela, la fameuse taxe carbone. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'entêtement du début à considérer qu'il fallait aller jusqu'au bout de l'augmentation de la taxe carbone, alors que les gens disaient déjà, mais attendez, l'essence augmente, et vous nous dites en plus qu'on va augmenter la fiscalité pour la bonne cause, le climat, mais pour une cause qui a une conséquence, c'est, comme l'avait dit Laurent Berger, une baisse du pouvoir vivre. Parce que c'est ça, la réalité. Et qu'est-ce qu'ont été les ronds-points avec les Gilets jaunes? Ça a été cette revendication, et puis surtout une perception très juste, qui a consisté à dire, mais dites donc, les avions, les bateaux, tous ceux qui se promènent dans le monde entier, payent rien comme taxe, et nous, parce qu'on est là, et puis qu'on a des obligations pour se déplacer, eh bien, on nous taxe. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Là, le prix du pétrole va augmenter pour des raisons géodiplomatiques et à cause de la guerre au Yémen, au Yémen, et puis de l'attaque qu'il y a eu au niveau de l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas si ça va être pérenne comme situation de tension, ça va dépendre des réactions de Trump et de l'Amérique, mais on est dans un risque d'augmentation du prix à nouveau du pétrole. Donc une baisse, et c'est là qu'il faut voir l'impact. Vous pouvez faire les baisses d'impôts que vous voulez. Si le pétrole flambe, en termes pour les couches populaires et moyennes, là, ça a un impact immédiat et ça remet en cause tout ce que vous pouvez donner autrement. Autre sujet, Stéphane Le Foll, Emmanuel Macron qui a appelé les parlementaires de la majorité à être sans tabou sur la question de l'immigration. Il a dit les bourgeois n'ont pas de problème avec l'immigration, ils ne la croisent pas, ce sont les classes populaires qui vivent avec. Qu'en pensez-vous? Oui, je suis très surpris que ça soit sur la question de l'immigration que Emmanuel Macron s'aperçoive qu'il y a une différence entre les bourgeois et les classes populaires, parce que pour l'ISF, il n'y avait pas de problème. Bon, attention sur ces débats. J'ai regardé juste en arrivant le débat qu'il y avait hier avec les avocats. Attention sur ce débat. On a des obligations, on a un devoir d'accueil et d'asile, et on a un devoir de maîtrise de l'immigration. C'est la vérité. Et tous ceux qui diraient autre chose mentiraient aux Français. Mais à chaque fois qu'on veut jouer sur cette question, et on le voit avec Emmanuel Macron, pour installer un seul débat, c'est Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Donc pour vous, il joue sur cette question écoutez, ça me paraît assez évident que cette rentrée politique d'un seul coup sur la question d'immigration soit posée en ces termes. C'est pas le problème de la maîtrise, moi, qui me questionne. Parce que si on ne maîtrise pas les flux migratoires, de toute façon, on n'arrive pas à gérer, dans un pays comme le nôtre, ceux qu'on doit accueillir, intégrer, et faire en sorte qu'ils participent ensuite au développement, à leur propre développement, à leur installation et au développement du pays. Donc ça ne me pose pas de problème. Mais ce qui me pose un problème, c'est d'en faire un objet politique de rentrée, avec des objectifs où on remet en cause le débat qu'il y avait eu avec la loi Collomb. Ça fait à peine un an. Donc on se demande à chaque fois, en politique, comment être cohérent. Parce qu'au bout du compte, il n'y a que la cohérence dans la durée qui fait que des politiques ont des conséquences positives pour le pays. Et sur ce sujet, Emmanuel Macron manque de cohérence? Écoutez, il y a la loi Collomb, c'était il y a 1 an et demi, c'est ça. Alors on change tout aujourd'hui et on s'aperçoit que ce qu'on a décidé il y a 1 an et demi, c'était pas tout à fait ça. Je me rappelle d'ailleurs aussi qu'Emmanuel Macron, quand Angela Merkel avait accueilli beaucoup de migrants après la guerre en Syrie, avait été plutôt du côté de Angela Merkel. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc faire très attention à ces sujets politiques. Et je le rappelle, la cohérence, c'est la clé de la réussite. L'incohérence, c'est jouer dans le débat politique, mais ça fait perdre à la fois le sens de l'action qui est conduite, et puis pour les Français, le sens aussi qu'on donne à l'action. Est-ce que vous pensez que ce manque de cohérence que vous êtes en train de pointer, donc pour des visées politiques, en vue de préparer la présidentielle, pourrait être de nature à fracturer ou diviser la majorité présidentielle? Je pense que Emmanuel Macron s'est construit sur le libéralisme économique, espèce de dynamisme, la jeunesse, et l'ouverture sur le monde.
Et dans l'ouverture sur le monde, y était intégré, je le rappelais avec Angela Merkel, le fait qu'on devait assumer la part qui doit être celle de la France dans le débat sur l'immigration. Si aujourd'hui, il garde le libéralisme économique, et la réforme des retraites va montrer d'ailleurs que cette position a des risques sociaux très importants, mais si en même temps, il est en train d'installer avec une volonté d'imposer une dualité dans le débat, et de ne faire qu'un débat avec Marine Le Pen, d'abord, ça devrait nous faire réfléchir à la manière dont on doit, nous, se poser les bonnes questions pour répondre autrement aux défis qui sont devant nous. Et ça, c'est le rôle du Parti socialiste, de la gauche de manière générale, des propositions que je peux faire ou d'autres. Et en même temps, c'est qu'il faut sortir, justement, de cette espèce de dualité que veut installer aussi Emmanuel Macron. C'est ça qui me paraît très, comment dirais-je, un peu contradictoire avec ce qu'il a été lui-même depuis le début de son élection. Mais justement, ma question, c'est... donc ça a une conséquence. Eh bien, vous avez une conséquence, c'est que ça peut fracturer sa majorité, évidemment. Parce qu'une partie de sa majorité s'est construite sur ce que je vous disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, la preuve, je n'ai pas regardé, mais on me dit qu'il y a 12 députés qui veulent écrire un texte, parce que là, on va toucher à des sujets, pour eux, qui vont remettre en cause l'engagement qui était leur avec Emmanuel Macron. Et celui qui a changé, c'est Emmanuel Macron. Bon, alors après, je ne sais pas quelles conséquences ça aura, parce que c'est pas moi qui gère la majorité. Vous parliez de cette réforme des retraites et vous disiez à l'instant qu'il y a des risques sociaux importants. Lesquels ? Le fait que cette réforme, qui se veut universelle, complète, véritable révolution, dans un pays comme le nôtre, et avec l'histoire qui est celle des retraites en France, de la retraite à 60 ans, à 65 ans, du Conseil national de la résistance, des régimes spéciaux qui ont été construits pour X ou Y raisons, mais qui ont existé et qui existent aujourd'hui, autant je suis pour une harmonisation et un rapprochement, évidemment. Mais de s'engager sur une réforme universelle comme ça, d'un seul coup, avec... Juste harmonisation, rapprochement, ça veut dire fin des régimes ça veut spéciaux ? dire que c'est vrai qu'il y a des écarts aujourd'hui entre certains régimes de retraite. Quand des régimes de retraite ne peuvent plus être autonomes au sens où ils autofinancent un régime, et qu'ils s'appuient donc à partir de là sur des compensations du régime général, voire de l'État, c'est vrai qu'il y a un problème. Donc il faut essayer d'équilibrer le système. Moi là-dessus, on a... eu aussi à faire avec l'allongement de la durée de cotisation, des choix qui sont toujours difficiles, mais qui font qu'on essaye d'être juste. Là, le problème, c'est qu'en laissant penser qu'on allait être équitable, je crois qu'on va remettre en cause beaucoup de choses, et à la fin, être injuste. Et c'est ce qui est perçu. Et surtout, ce qui me paraît sur la question de la retraite par points, c'est cette question, justement, du point, et le fait que la variation du point fait varier les retraites. Et ça, c'est une question qui est posée à tous les salariés. Vous ne pouvez pas être et vous engager dans une carrière, même si on ne sait jamais exactement ce que ça va être, mais si des débats viennent remettre en cause au travers du point, c'est-à-dire le nombre de points que vous avez multiplié par la valeur du point, là, c'est la retraite en tant que telle qui peut varier. Et je trouve que c'est un processus extrêmement perturbant. Une dernière question sur la rentrée sociale. J'ai vu que vous souteniez l'opération Sarthe morte qui aura lieu demain, vendredi 20 septembre, pour soutenir les deux sites, les deux usines d'Arjowiggins en Sarthe. Donc on voit que l'emploi est censé être en reprise, il y a une espèce de dynamique, mais pas partout. Vous avez, vous, ce cas-là. Comment est-ce qu'on peut... On peut sauver ces deux sites et surtout préserver les emplois qui y sont attachés. Alors ces deux sites, d'abord, il y en a un qui est un peu plus proche de la métropole, sur Saint-Marc-la-Brière, puis un autre qui est à Bessay-sur-Bray, qui est beaucoup plus loin. Donc moi, je m'associe aux collectivités locales, le département, l'ensemble des maires aussi de la Sarthe. C'est un choc. 600 emplois dans une zone en plus périphérique, au sens où elle est le long j'allais dire la frontière administrative de la Sarthe, assez éloignée de la métropole du Mans, et donc où la reprise industrielle dans ce secteur va être extrêmement difficile. Donc plutôt que de dire « allez, on abandonne », il faut essayer aussi de réfléchir à la manière dont on pourrait pérenniser une activité industrielle sur ce site, en particulier la papeterie, où on le sait aujourd'hui, beaucoup de sites industriels sont en train de fermer, et alors qu'on a des besoins, la métropole, acheter ses papiers recyclés en particulier à Arjowiggins. Et on a été, nous, conduits et contraints d'aller chercher des papiers ailleurs. Moi, je suis prêt, encore,
a annoncé, et je l'ai dit, que la métropole sera toujours cliente à Arjowiggins, pour permettre d'ailleurs à un repreneur éventuel de pouvoir agir et investir. C'est ça le sujet. On va parler d'un autre sujet, Stéphane Le Foll, les pesticides. Hier, à votre place, nous recevions votre prédécesseur au ministère de l'Agriculture, Didier Guillaume. Regardez ce qu'il disait. Le gouvernement n'a jamais fait autant. Les conversions en bio, il y en a eu 6 000 de plus cette année. 10% des agriculteurs aujourd'hui sont en bio. Nous allons aller à 15% de la surface agricole cultivée. Nous en sommes à la moitié, à 7,5%. Donc nous sommes dans notre feuille de route. Nous baissons l'utilisation des pesticides. Nous voulons sortir de la dépendance totale aux pesticides. Voilà. Alors après, on peut toujours nous dire, pour des confrontations politiques, ça ne va pas assez loin, etc. Mais moi, ce que j'aimerais qu'objectivement, on regarde les choses et qu'on dise 150 mètres, ça n'a pas de sens. Peut-être à certains endroits, il faut plus, mais à plein d'endroits, il faudra moins. Voilà, Didier Guillaume, votre successeur au ministère de l'Agriculture, qu'est-ce que vous lui répondez? La première chose que je vais lui répondre, mais il n'était pas en responsabilité à l'époque, c'est que moi je m'étais battu pendant 3 ans pour mettre en place un système qui s'appelait les certificats d'économie de phytosanitaire. J'ai fait un article d'ailleurs dans l'Ouest France. Une tribune, oui. Une tribune plutôt. Ces certificats visaient à une baisse de 20% des ventes de produits chimiques et phytosanitaires en 5 ans. Sous réserve, si on n'atteint pas 20%, eh bien, on est sanctionné. 5 € par dose vendue. Par dose vendue. Et je rappelle, 5 €, certains me disaient que ce n'était pas beaucoup, sauf que c'est des millions de doses. C'est beaucoup. C'est des millions de doses. Donc il y avait une sanction. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce mécanisme était tellement intéressant que l'Europe avait commencé à regarder si, à l'échelle européenne, il n'aurait pas pu être mis en place. Et Christian Huyck, qui était un chercheur de l'INRA, a écrit un bouquin sur ce mécanisme. Arrive la nouvelle majorité. J'avais été attaqué au Conseil d'État par les industries phytosanitaires, les coopératives, qui ont voulu lutter contre ce mécanisme. Ils ont réussi. J'étais obligé de passer par... Réintroduit par... Avec Dominique Potier, que je salue parce que c'est le seul député qui l'a défendu, le CEPP. Et puis, la nouvelle majorité, elle a mis la sanction à 0. 0 €. Dans le cadre de la loi Egalim. Dans le cadre de la loi Egalim. 0. D'ailleurs, quand on dit, et quand j'entends Didier Guillaume dire, on a tout fait, on fait tout, et qu'on a supprimé ce mécanisme. Pourquoi? Pour vous, c'est la pression des lobbies. S'il y a une victoire, s'il y a une victoire des lobbies, alors là, ceux qui étaient derrière, elle est là. Parce que tous ceux qui ont laissé croire que, vous savez, la séparation entre le conseil et la vente, c'était ça l'essentiel, ce que pensait d'ailleurs Nicolas Hulot, à qui j'ai dit, garde les certificats d'économie de produits phytosanitaires. C'est un mécanisme. Augmente même la sanction si tu le veux. Puisque chaque vendeur était obligé d'acheter des certificats ou de baisser, pour baisser sa vente de phytosanitaires. Et en faisant ça, il promouvait des alternatives pour les agriculteurs. C'est-à-dire que le mécanisme était doublement vertueux. Je baisse les consommations et je baisse les ventes de phytosanitaires, mais en même temps, j'oblige ceux qui vendaient de la chimie à vendre autre chose aux agriculteurs. Terminé. Alors après, on a des débats où les phytos continuent d'augmenter, et où on débat sur 5 mètres, 10 mètres, 150, 50 mètres. Moi, j'avais déjà eu ce débat. On a mis en place, c'était 50 mètres, et avec des accords qui devaient être passés par les préfets, avec des protections en particulier sur les écoles, avec des protections sur les EHPAD, sur tous les lieux collectifs. Donc pour vous, la bonne distance, c'est 50 mètres. Non, c'était... Et à adapter, à chaque fois, par les préfets. Qu'est-ce qui s'est passé? Les dérogations se sont multipliées, d'après ce que j'en sais, et qu'il fallait être ferme sur les objectifs qu'on s'était fixés. Là, on refait un débat, mais je vous rappelle que les certificats, eux, eh bien, ils n'existent plus aujourd'hui. Alors, ce qu'a dit Didier Guillaume sur ce plateau hier aussi, c'est que les maires qui prennent des arrêtés anti-pesticides il les suspecte de faire de la politique. Ils disent que ce sont essentiellement des maires socialistes. On est à 6 mois des municipales. C'est de la politique. Ils sont en campagne. Il a été maire. Il a été président du conseil départemental socialiste. Donc voilà. Donc qu'il n'envoie pas comme ça ces problématiques. Quand vous êtes avec ce type de rampe, quand vous êtes par exemple dans des zones viticoles, je conseille vraiment à tout le monde, dans une zone viticole, de fermer ses fenêtres quand il y a de l'épandage. Il faut quand même être clair, et il le sait, Didier Guillaume, puisqu'il a été, et il est dans des zones où il y a de la viticulture. C'est un vrai sujet. Là, par exemple, toutes les techniques qui permettent de protéger, d'éviter la dispersion, sont-elles utilisées? C'était l'objectif des CEPP. Voilà. Toutes ces buses antidérives, on dit « Ah, il y a des buses antidérives ». Pas vraiment. Pas partout.
Ça, c'est des questions qui sont posées. Donc, c'est toujours les mêmes débats. On va débattre sur des questions symboliques, mais on oublie les vrais outils. On voudrait vous entendre sur le malaise des élus locaux, Stéphane Le Foll, vous qui êtes maire. Vous étiez ministre dans le quinquennat précédent. Un gouvernement qui a fait la loi NOTRe, qui a baissé les dotations. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité dans ce découragement des élus? D'abord, j'ai été élu d'un village de 256 habitants pendant 12 ans. Tout le monde l'oublie, mais moi, je suis issu du monde rural. Mon père, ensuite, qui était secrétaire de mairie instituteur, et que je salue, a été maire. Et le maire d'aujourd'hui, Madame Pinaudot, va arrêter. Et j'ai parfaitement compris le fait que dans ce moment où, quand vous êtes un élu local et vous avez des problèmes à régler, que vous êtes dans une intercommunalité qui gère l'ensemble du territoire intercommunal, donc c'est pas toujours facile d'avoir la réponse immédiate à la question, et où même un maire d'une grande ville, quelquefois, attend près de 4 mois ou 5 mois pour avoir une réponse d'un ministre, vous imaginez ce que ça donne pour un petit maire. Mais sur la responsabilité du gouvernement. Alors, la loi NOTRe sur la réorganisation, François Hollande. Oui, l'intercommunalité était nécessaire. Elle est nécessaire. Elle était peut-être trop forte. Alors, est-ce qu'elle était trop forte? Elle est absolument nécessaire. Après, c'est l'organisation démocratique et le respect des maires qui doit être... Mais il n'y a pas eu d'erreur de votre part Mais des erreurs, sur ce sujet. Si, des erreurs sur la fusion des régions, est-ce qu'il fallait la faire comme ça, qui éloigne aussi, est-ce que la baisse, alors des dotations, puisque vous me parliez de la baisse des dotations, débat les qui a grandes eu... intercommunalités aussi. Oui, les grandes intercommunalités, certaines communes à faire 20 000 habitants, est-ce que c'était... Bon, en même temps, je répète, si vous voulez avoir une mutualisation des investissements, avoir des capacités, il faut avoir les moyens et il faut avoir des tailles qui soient en capacité de réaliser tout ça. Bon. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des intercommunalités, on n'a pas de travail de cohésion et de cohérence entre les intercommunalités, et les maires se sentent effectivement un peu seuls entre l'intercommunalité, la commune, et puis un État qui est de plus en plus lointain. Et le projet de loi qui va être débattu sur le engagement et proximité pour les maires, le statut de l'élu, etc. Est-ce que ce qu'il y a dedans vous paraît de bonne loi? Je n'ai pas vraiment encore regardé exactement ce qu'il y avait dedans, une revalorisation. Oui, je pense que tous les débats qu'on entend... C'est aussi plus de pouvoir, c'est des assurances juridiques, c'est des choses assez concrètes pour les petits élus. C'est pour les petits élus, mais pourquoi... Enfin, les petits élus, de communes... Oui, d'accord, c'est très bien. Pardon. Pourquoi en avoir enlevé aux plus grands élus? Je prends la loi Elan aujourd'hui, qui est en train de vouloir regrouper tous les bailleurs et tous les acteurs sociaux du logement, qui est en train de faire des grands regroupements. Là aussi, la loi Elan baisse des APL, et puis s'enchaîne toute une politique sur le logement qui fait perdre aux maires des capacités d'agir. Et qui fait perdre, c'est plus grave, la réponse de proximité à la question du logement. Ça, c'est encore plus grave. Et qui fait perdre des moyens aux bailleurs sociaux pour pouvoir investir dans le logement. C'est encore plus grave. Et si je parle de l'écologie, ce qui est encore plus grave, c'est de dépenser des milliards avec des dépenses fiscales, alors que si on isolait les bâtiments, on crée de l'emploi, on fait baisser les émissions de carbone et on distribue du pouvoir d'achat. C'est ce que j'essaye de faire au Mans. Et si on avait un soutien de l'État dans ce domaine, on pourrait faire beaucoup plus. Et là, on irait dans ce que je souhaite défendre, la croissance sûre, celle qui découple la part de la richesse supplémentaire qu'on est capable de créer des énergies fossiles. Allez, voilà. Un mot de politique avant de se quitter, Stéphane. Ah bon, parce qu'on n'a pas fait de politique jusqu'ici. De politique politicienne. Ah, c'est pas On voit que malgré les difficultés, vous n'êtes pas découragé, donc vous serez candidat à votre propre succession. Je donnerai ma réponse sur ma candidature fin novembre. Vous avez des doutes encore? Vous réfléchissez? Ça sera fin novembre. Fin novembre. Et comment ça va se passer? Vous avez l'air partant quand même. Je verrai ça après le 11 novembre et fin novembre. Comment ça va se passer dans un contexte où votre prédécesseur, donc feu Jean-Claude Boulard, qui est décédé l'année dernière, lui était socialiste, mais s'est converti à En Marche, était plutôt dans la dynamique, était proche du président de la République, donc une partie de votre équipe hésite peut-être encore toujours ou pas? Ou comment est-ce que les choses... L'équipe qui avait été constituée en 2014, elle est encore... en action aujourd'hui. Vous aviez Marlène Schiappa dans votre... Marlène Schiappa, elle en faisait partie. Elle en faisait partie. Marlène Schiappa a voté contre moi quand il s'est agi de désigner le successeur de Jean-Claude Boulard. Et je ne peux pas dire que Marlène Schiappa soit présente au Mans aujourd'hui. Vous le savez, elle a annoncé qu'elle était candidate à Paris. Bon, très bien. Oui, eh bien, l'équipe qui était en 2014 est toujours là.
Elle était faite de socialistes, de verts, de communistes. Les lignes sont claires à nouveau, les choses se... Les lignes sont claires. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que l'équipe municipale, et je l'ai dit, est toujours là, toujours cohérente, et on agit Mais vous ensemble. êtes candidat avec l'étiquette du Parti Socialiste? Mais moi, c'est mon histoire, ça sert à rien de laisser penser que je changerai d'étiquette. J'ai été socialiste, j'ai été porte-parole d'un gouvernement socialiste. Mais vous êtes très dur aujourd'hui avec le Parti Socialiste. Vous dites qu'il gère des alliances, il manque cruellement de débats de fond. Est-ce que vous vous sentez encore appartenir à ce parti? Je me sens appartenir à cette mouvance d'idées, le socialisme français, le socialisme démocratique, bien entendu, et je continue. Mais après, le Parti Socialiste, dans ce qu'il propose aujourd'hui, dans ces alliances qui ont eu lieu, je l'ai dit, avec M. Glucksmann aux Européennes, Place Publique a pratiquement disparu aujourd'hui. Je l'ai dit sur le fond, sur la question d'écologie. Est-ce qu'on est pour la sobriété, la décroissance, ou est-ce qu'on garde une idée du progrès et de la croissance? C'est quand même des questions de fond, ça. Où est-ce qu'on en débat? Qui parle de ça? Moi, je vais en parler. Voilà, c'est tout. Juste pour terminer, qu'est-ce que vous avez pensé d'espèce de petit emballement médiatique à la rentrée autour de Bernard Cazeneuve, qui était présenté comme écoutez, le c'est recours normal que Bernard Cazeneuve, qui a été Premier ministre, il va sauver la maison, qui revienne et qui s'exprime. Moi, ça me paraît tout à fait légitime. Après, sauver la maison, je l'ai dit, à propos d'ailleurs de Bernard Cazeneuve, ça ne se fait pas aujourd'hui simplement sur l'idée qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait la sauver. Il y a besoin quand même, après ce qu'on a vécu avec ce quinquennat, d'essayer de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut dire et faire. Parce que les Français, c'est pas simplement la personnalité qu'ils vont regarder cette fois-ci. Hein? Ils vont essayer de se dire, et ça va servir à quoi? Pour aller vers quoi? Qu'est-ce qui ferait que en 2022, il faudrait changer? C'est ça la question. Mais merci beaucoup, Stéphane Le Foll. Merci d'avoir été été avec nous ce matin. Merci, Stéphane Vernet. À très vite. Et demain, à votre place, Stéphane Le Foll, ça sera Pierre-Yves Blondazel, le candidat à la mairie de Paris. On va maintenant passer au club. On va maintenant passer au Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons du congrès de France Urbaine qui a lieu à l'Hôtel de Ville de Paris et de ces maires qui prennent des arrêtés anti-pesticides. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Cette semaine, vous le savez, nous sommes dans la Creuse pour voir les conséquences de la sécheresse. Reportage de Samia Dechir et Fabien Recker. On est à environ 1 heure au sud de Guéret et ici, comme dans une bonne partie de la Creuse, les sols sont complètement secs, comme vous pouvez le voir derrière moi. Les cultures aussi, donc forcément les agriculteurs sont ceux qui souffrent probablement le plus de cette situation. Comme c'est le 3e été consécutif de sécheresse, certains essaient de s'adapter avec des cultures qui sont moins gourmandes en eau. C'est le cas de 2 maraîchers bio qui sont installés près d'ici, à Saint-Moreil. Adrien Denis et Perrine Tabaran se sont installés dans la Creuse il y a 3 ans. Quelques ânes, des poules pondeuses et surtout 6000 mètres carrés de culture. Des légumes bio entièrement commercialisés en vente directe. Adrien, l'an dernier, vous avez été assez durement frappé par la sécheresse. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il n'y a pas eu de pluie à partir du printemps, ni pendant la période estivale, 0 pluie. Et du coup, tout ce qui était poireaux, choux, tous les légumes feuilles, effectivement, on a eu une perte de l'ordre de 15 000 € à peu près. Ouais. Et donc pour éviter ça, cette année, vous avez décidé de cultiver un petit peu différemment, c'est-à-dire avec moins d'eau. Comment vous faites ? En fait, on a dû s'adapter. On a pris des techniques qui sont déjà utilisées sous serre, par exemple, et qui sont utilisées dans d'autres pays plus secs. En Creuse, on n'avait pas besoin d'utiliser ce genre de technique. Et c'est notamment en fait le goutte à goutte. Donc le goutte à goutte, ça va être le tuyau comme ça, avec des goutteurs espacés tous les 30 cm. Et ça va vraiment apporter de l'eau très localement au pied de la culture en fait. Donc voilà, et c'est sur tout le long des cultures. Et donc ça permet d'arroser moins. Je vois qu'au-dessus de ce tuyau, il y a de la paille et qu'il y en a sur toute la parcelle. À quoi ça sert ?
on protège la terre du soleil et ça va retenir toute l'eau qu'on met grâce au goutte à goutte. Et du coup, on a encore un sol qui reste frais. Là, il n'a pas été arrosé depuis une dizaine de jours. C'est encore frais en fait. La combinaison entre goutte à goutte et paillage leur permet d'économiser 70% d'eau. Mais vu le niveau de leurs réserves, ce n'est pas encore suffisant. Alors ils travaillent aussi à un sol plus résilient. Perrine, ici, vous travaillez en biodynamie. C'est quoi la biodynamie ? Alors la biodynamie, c'est une pratique agricole qui va rechercher l'autonomie, la résilience du domaine et qui s'appuie principalement sur la fertilité des sols. Un sol plus fertile, c'est un sol qui retient mieux l'eau. Il y a une corrélation directe entre la fertilité des sols et la capacité de rétention en eau. Cette biodynamie, c'est donc le travail sur la fertilité des sols, ne pas utiliser de produits chimiques. C'est aussi travailler sur ses propres semences, comme vous êtes en train de faire avec ces salades. Qu'est-ce que ça change de pouvoir travailler sur ses propres semences quand on manque d'eau ? Eh bien, ça permet aux paysans de sélectionner librement des variétés ou des individus dans la variété qui vont pouvoir s'adapter de manière naturelle à une sécheresse. Alors qu'ils avaient subi de lourdes pertes l'an dernier, cette année, Adrien Denis et Perrine Tabaran ont réussi à protéger leur culture de la sécheresse. Il est donc possible de cultiver avec moins d'eau, mais cela implique de travailler différemment et de revoir peut-être notre modèle agricole. Voilà pour ce reportage en région, ça se passe chez vous, c'est tous les jours à cette heure-ci dans le club et demain nous suivrons le dernier reportage sur ces conséquences de la sécheresse dans la Creuse. Mais vous le savez, aujourd'hui c'est le congrès de France Urbaine, l'association qui regroupe les élus des grandes villes et des métropoles. Et un peu plus tôt dans cette émission, nous étions en duplex depuis l'hôtel de ville de Paris où a lieu ce congrès avec Jean-Luc Moudinque, le président de France Urbaine. Il nous parlait des attentes des élus des métropoles. On va l'écouter. Le gouvernement a été ébranlé bien évidemment par la crise des Gilets jaunes et je crois qu'il a pleinement pris conscience de la nécessité impérative de dialoguer avec les territoires. Diriger la France depuis Paris, d'accord, mais ça n'a pas de sens s'il n'y a pas de dialogue avec les territoires et je crois que peu à peu se trouve reconnu le rôle irremplaçable des maires, des présidents d'intercommunalités, des autres collectivités. Et donc ce que nous attendons pour les mois à venir, à travers plusieurs projets de loi, c'est que ce dialogue porte ses fruits et qu'un certain nombre de propositions qu'on a pu formuler permettent de rééquilibrer le rapport avec l'État, faire en sorte que nos initiatives, au lieu d'être bridées, freinées par une multiplicité de procédures étatiques centralisées, puissent au contraire s'épanouir plus rapidement, plus librement, bref, que l'État nous fasse confiance. Sébastien Fournier, on entendait depuis le début du quinquennat les élus locaux se plaindre d'une absence de dialogue, d'un manque de considération de la part du gouvernement. Aujourd'hui, Jean-Luc Moudinque nous dit « Le gouvernement a pris conscience de la nécessité de ce dialogue ». C'est de la méthode Coué ou il y a vraiment eu un tournant de la part du gouvernement ? Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il faut remonter même encore avant, parce que sous le quinquennat précédent, il y a eu l'avènement des métropoles. Le fait urbain en France est quand même quelque chose de difficilement acceptable. On est dans un pays qui est dominé par un développement rural. Le fait urbain a beaucoup de mal à s'imposer. Donc l'avènement des métropoles, donc avec les lois de décentralisation sous le quinquennat précédent, plus évidemment ce qui a été fait depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on peut quand même considérer que les gouvernements ont quand même assez, ces dernières années, soutenu le développement urbain. C'est un premier pas, c'est pas suffisant, il y a beaucoup à faire. Ils sont effectivement, ces élus, en demande. Jean-Baptiste Forêt, est-ce qu'on assiste à un tournant, peut-être suite à la crise des Gilets jaunes, dans les relations entre les élus locaux et le gouvernement ? Oui, alors il y a un petit hiatus entre le gouvernement et les élus de France Urbaine. C'est-à-dire que les élus de France Urbaine ont été les bons élèves de la classe des élus. Ils ont signé des contrats de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Ils ont joué à fond la carte d'Emmanuel Macron, tout simplement parce que c'est là que le président a obtenu des scores quasi soviétiques au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et ils se sont fait doubler. C'est un peu le syndrome des bons élèves qui se font doubler par les élèves les plus turbulents.
turbulents, c'est-à-dire les maires ruraux, qui à la faveur de la crise des Gilets jaunes ont obtenu un certain nombre de choses, et de leur côté, les élus de France urbaine n'ont rien obtenu, enfin, notamment sur les questions de mobilité. Au départ, on avait une loi LOM qui était très favorable aux métropoles. Aujourd'hui, elle l'est beaucoup moins. Et les élus de France urbaine, aujourd'hui, font remarquer que c'est quand même dans leur territoire qu'il y a les plus grosses poches de pauvreté, qu'il y a les supermarchés de la drogue, qu'il y a aussi les foyers du fondamentalisme islamiste. Donc, ils se heurtent quand même à des difficultés qu'ils souhaiteraient voir reconnues par le gouvernement. Bah oui, la crise des Gilets jaunes est passée par là, et donc c'est aujourd'hui les franges périurbaines et rurales qui sont plus surveillées par le gouvernement, parce que c'est ce qui a allumé la mèche des Gilets jaunes. Donc aujourd'hui, effectivement, les métropoles ne sont plus la même priorité que sous le quinquennat précédent. C'est vrai que les lois de décentralisation du quinquennat Hollande ont surtout profité à l'essor des métropoles. Parfois peut-être de façon exagérée, parce qu'on a, je ne sais plus combien, 24 ou 25 métropoles aujourd'hui en France. Et on se demande si vraiment c'est bien raisonnable. Oui, aujourd'hui, les métropoles sont en train de perdre la bataille de l'opinion. Avec la crise, effectivement, des Gilets jaunes, la colère des maires ruraux, on a vu effectivement certains territoires qui étaient plutôt en déprise par rapport aux métropoles. Les métropoles ont vraiment perdu la bataille de l'opinion, et leur difficulté, c'est justement de rétablir certaines vérités. Parce qu'on est, avec la crise des Gilets jaunes, notamment, et les fractures territoriales qui ont été de nouveau mises sur le devant de la scène, on est arrivé à des représentations territoriales totalement erronées, selon lesquelles les métropoles sont très riches et les territoires environnants le sont moins. La réalité est effectivement très différente. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est l'enjeu des élus urbains d'essayer de rétablir ces vérités. Ça va être extrêmement difficile. Alors, c'est vrai qu'il y a des poches de pauvreté dans les métropoles, mais malgré tout, c'est là aussi où c'est incontestable, se crée le dynamisme économique, se crée le dynamisme... Vous voulez créer une école d'ingénieurs ? C'est dans une métropole. Ce sera jamais, on en parlait hier encore avec Hervé Morin, le président des régions de France, qui nous disait, vous voulez créer une école d'ingénieurs, elle sera forcément dans une grande ville et pas dans une zone rurale, parce que sinon, c'est pas rentable et que personne ne va le faire. Alex Poussa. On va vraiment voir si Emmanuel Macron opère un tournant avec les collectivités locales et notamment les métropoles sur le calendrier parlementaire, puisqu'il y a 3 projets de loi qui vont être scrutés de près par les collectivités. Le projet de loi sur le statut des élus, la réforme de la fiscalité locale qui va être inclus dans le budget 2020, et puis le projet de loi de décentralisation. Donc ça va vraiment être les 3 preuves d'un tournant envers les collectivités. On voit juste, je vais vous entendre Jean-Baptiste Forêt, mais vous le voyez en direct de l'hôtel de ville de Paris, ces images, vous ne les voyez plus, voilà, ces images de France urbaine, puisque va débuter dans quelques instants cette 19e conférence des villes. Sébastien Fournier, la campagne des municipales débute. Les métropoles, elles seront absentes de cette campagne des municipales ? Alors effectivement, ça c'est un vrai sujet. Quand on parle de métropole, on parle d'intercommunalité. On est en train d'assister à un renversement de situation. Aujourd'hui, on est à l'heure de la commune sublimée, magnifiée, dans un superbe isolement, pour reprendre une expression d'un des élus que j'ai entendu récemment. On ne parle plus d'intercommunalité, c'est fini. Je pense évidemment que c'est aussi consécutif de ce qui s'est passé sous le quinquennat précédent, avec cette marche forcée vers l'intercommunalité. On en a parlé, Stéphane Le Foll en parlait tout à l'heure, des intercommunalités XXL, ces grandes intercommunalités qui franchement ne ressemblent pas à grand-chose. Donc aujourd'hui, les maires veulent être entendus. Et c'est vrai que l'intercommunalité va être totalement absente du débat des municipales. On peut le regretter. Puisque c'est là où se passe tout, c'est là où tout se passe aujourd'hui. C'est là où les politiques publiques se mènent. C'est-à-dire que le mandat qui s'achève là, pour les maires a été extrêmement difficile, parce qu'avec toutes les lois de décentralisation et notamment l'intercommunalité, ils ont eu l'impression de passer leur temps en réunion, en fait, plus que dans l'action. Et donc, parce qu'il fallait mettre en place toutes les strates, toutes les instances de gouvernance et tout ça. Et donc, c'est vrai qu'ils ont le sentiment de s'être épuisés, et non pas vis-à-vis de leurs administrés, c'est difficile d'avoir un bilan concret. Ces intercommunalités, elles sont pour beaucoup dans le découragement des maires qu'on constate à l'heure actuelle, Jean-Baptiste Forêt. Oui, alors on va quand même assister, pour revenir un peu à ce que disait Sébastien sur les métropoles, on va assister quand même à des joutes électorales entre candidats aux élections municipales dans les grandes villes qui parfois vont être assez saignantes. Et puis derrière,
on va assister dans les métropoles à des accords entre élus, en fait. Élus de gauche, de droite, sur l'essentiel, ils se retrouvent. Et ce théâtre d'ombre des métropoles pose quand même aujourd'hui problème, parce que c'est là que se décident les grands choix pour les groupements urbains. Et les citoyens sont aujourd'hui privés de choix. Il n'y a qu'à Lyon qui vote. Hein. Oui. À Lyon, ils votent. C'est la seule métropole où ils votent. Et là, on voit très bien, ce qui intéresse Gérard Collomb, c'est pas du tout la mairie de Lyon, c'est la métropole, c'est là que ça se passe. Il faut rappeler que le suffrage universel direct qui avait été tant souhaité par les élus, par le Parlement. Hein, je rappelle les lois précédentes où il était question que les députés, les sénateurs travaillent sur un rapport pour que justement les élus de l'intercommunalité soient élus au suffrage universel direct. Bah, ça, c'est passé à la trappe. Aujourd'hui, il est hors de question. Ces métropoles, ces grandes intercommunalités doivent être des intercommunalités de projet, certes pour les politiques publiques, mais il faut en rester là, pas aller au-delà. Allez, on va suivre. On le regrette, hein. On peut le regretter, on doit le regretter. On va suivre bien sûr ce congrès de France Urbaine, cette conférence des villes, à partir de 11h sur l'antenne de Public Sénat. C'est l'heure maintenant de se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Toulouse. Retrouvez nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Lionel Laparade. Merci d'être avec nous. À la une de votre journal aujourd'hui, la correspondance qu'entretient une jeune femme de votre région avec Salah Abdeslam. Oui, absolument. Nous consacrons notre dossier d'aujourd'hui à cette correspondance qu'ont entretenu pendant un peu plus de 2 ans Salah Abdeslam, le dernier terroriste vivant des attentats de Paris, et Maëva, une Tarn-et-Garonnaise radicalisée de 21 ans. Nous avons pu consulter plusieurs lettres écrites par la jeune femme, dont nous avons choisi de publier des extraits. Vous avez choisi de publier des extraits qui sont à lire aujourd'hui dans la Dépêche du Midi. Double page, est-ce que ce choix a fait débat au sein de votre rédaction ? Oui, naturellement. La question a fait débat dans la rédaction. Vous savez, lorsque nous évoquons les attentats du 13 novembre 2015, c'est d'abord aux familles, bien sûr, que nous pensons, aux victimes, naturellement. Mais nous avions sous les yeux les lettres assez hallucinantes, je dois le dire, écrites par cette jeune fille de Moissac, une ville moyenne de Tarn-et-Garonne, une jeune fille instruite, intégrée dans sa ville et dans sa vie, et qui a basculé dans l'intégrisme radical. C'est une réalité que nous avons considéré devoir partager avec nos lecteurs. Voilà, la vérité, c'est bien que notre société n'est pas débarrassée de la menace islamiste. Donc voilà, on a fait ce choix-là avec bien sûr toutes les précautions d'usage lorsque on évoque ce genre de sujet délicat et compliqué. Et puis au-delà, nous sommes interrogés également sur la macabre fascination qu'exercent des criminels. On pense à Abdeslam naturellement, mais aussi Dutroux et puis Mesrine. Et ça, c'est un autre aspect du dossier que nous publions aujourd'hui. Merci beaucoup Lionel Laparade, c'est à lire dans votre journal La Dépêche du Midi en une et je le disais, double page intérieure. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Thierry Dupont, est-ce que vous comprenez que ce choix puisse faire débat au sein d'une rédaction ? Le souvenir des attentats est encore très frais, très douloureux pour les familles. Donc je peux comprendre qu'au sein de la rédaction, ça puisse poser problème. Moi, je ne sais pas si le journal L'Express aurait publié ce genre de choses. Il y aurait sans doute eu débat. On va passer au reste de la revue de presse quotidienne régionale avec vous, Alex Poussard. Et on commence par le Dauphiné libéré, Alex. Et oui, à la une du Dauphiné libéré, on se demande si la température de la planète va augmenter de 7 degrés en 2100. C'est en tout cas les prévisions assez pessimistes d'experts du climat français, des prévisions pessimistes qui envisagent un scénario si jamais les États ne font rien, ne changent pas les comportements humain. En tout cas, sur ce sujet du réchauffement climatique, on peut noter que le Sénat a déjà travaillé à l'adaptation de la France au réchauffement climatique pour le XXIe siècle, avec un rapport mené notamment par l'écologiste Ronan Dantec, avec 2 mesures phares, un virage brutal vers l'agroécologie et puis une gestion plus économe de nos ressources en eau. On va passer à la une de Ouest France, une qui est consacrée au malaise des pompiers.
Et oui, au malaise des pompiers, alors que les sapeurs-pompiers ouvrent leur congrès national aujourd'hui à Vannes, dans le Morbihan. Les sapeurs-pompiers vont pouvoir faire entendre leur ras-le-bol sur la dégradation de leurs conditions de travail et sur leur nouvelle mission. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers font de plus en plus de transports sanitaires, c'est-à-dire qui ne relèvent pas des services d'urgence. Ils remplacent notamment les ambulanciers privés et ce n'est pas leur rôle. Et puis enfin, la une de la Provence. Alex, question du plan antidrogue qui a été présenté hier à Marseille. Et oui, Marseille, capitale de l'anti-stup. Et on voit ces 4 ministres, Christophe Castaner, Nicole Belloubet, Gérald Darmanin et Laurent Nunez, qui déambulaient hier dans la cité marseillaise de Campagne-l'Évêque pour présenter le plan antidrogue du gouvernement. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce plan antidrogue ? Eh bien, il y a la création d'un nouvel office de lutte antidrogue et puis également une campagne de sensibilisation pour effacer l'image festive de la drogue et enfin la création d'une plateforme d'appel pour signaler les plateformes de vente de drogue. Merci beaucoup Alex. Messieurs, une réaction à cette revue de presse complète d'Alexandre Poussard. Ça s'inscrit dans la stratégie du président de la République de réinvestir les questions régaliennes, incontestablement. On l'a vu sur l'immigration, on le voit également contre le trafic de drogue. Ça fait partie des thématiques qui vont cranter les différentes échéances électorales. Et donc il était urgent pour le gouvernement, s'il veut se retrouver en bonne posture en 2020, mais également en 2021 et surtout en 2022, pour Emmanuel Macron, d'investir ce champ régalien. Sébastien Oui, certaines villes déjà ont pris récemment pris des mesures, justement, des plans antidrogue. C'est toute la question de la sécurité aussi, dont il est question, qui sera évidemment au cœur de la campagne des municipales. D'ailleurs, il y a des consultations en cours, vous savez, sur ce fameux continuum de sécurité. Je vais un petit peu plus loin, là, au-delà du sujet des drogues, des plans antidrogue. Le continuum de sécurité, à savoir entre police nationale, police municipale, comment assurer une sécurité. Et Castaner le ministre de l'Intérieur doit donc commencer une consultation, je ne sais pas si elle a commencé d'ailleurs, auprès des élus, auprès des maires. Ça va être un sujet central durant la campagne. Oui, on l'oublie souvent, Emmanuel Macron, quand il est arrivé à Paris, quand il avait 20 ans, il était au cabinet de Georges Sarr, qui était un élu chevènementiste qui appartenait à cette gauche très attachée aux questions de sécurité. Et c'est un peu un retour au Macron chevènementiste 20 ans après. C'est assez intéressant. Merci pour ce rappel, Jean-Baptiste. Ouais. On va passer à un autre thème de ce club, les arrêtés anti-pesticides. Vous le savez, dans cette émission, nous nous rendons au plus près de vous grâce à nos partenaires des télés locales. Aujourd'hui, direction le Pays de Jesse, à Saint-Genis-Pouilly, très précisément, où le maire a pris un arrêté interdisant les pesticides dans sa commune. C'est un reportage de Jean-Paul Crespi pour 8 Mont-Blanc. Hubert Bertrand, maire de Saint-Genis-Pouilly, avec le soutien de son conseil municipal, vient de prendre un arrêté pour interdire l'épandage de pesticides sur sa commune, à moins de 150 mètres des habitations, des écoles et des terrains de jeu. Cette interdiction intervient alors que plusieurs maires ont ou vont annoncer leur intention de prendre des mesures anti-pesticides basées sur le principe de précaution. Les élus locaux, les maires en particulier, ils sont, comme on dit, à portée de baffe, mais aussi à portée de discussion avec les habitants. Et ce n'est pas un principe de précaution qui a été pris, c'est un principe de préservation. Et ce n'est pas du tout la même chose. Nous savons que s'étalent des produits dangereux. Et nous souhaitons qu'il n'y ait plus ces produits dangereux comme ça, au risque de nos habitants. Donc, eh bien, nous prenons des arrêtés. Le fait de prendre cet arrêté, c'est un acte citoyen, tout simplement. Au mois de mai dernier, des parents d'élèves de l'école élémentaire de Prognien, située sur la commune, ont alerté la mairie sur des odeurs prégnantes qui subsistaient autour et à l'intérieur de l'école après l'épandage de produits phytosanitaires sur les champs qui jouxtent l'école. Une alerte et une médiation entre agriculteurs et voisinage n'a pas abouti. Je ne me suis pas posé une question de spécificité en la matière. Mon vœu, il est que tous les maires prennent cet arrêté et que ainsi ça fasse pression sur l'État pour que des mesures
soient prises, évidemment, de préservation de la santé. Mais on peut aller plus loin. Pourquoi utiliser ces produits-là? Et pourquoi ne pas aller dans le sens, justement, de modifier ces molécules qui portent préjudice à la santé? Ce serait peut-être plus intelligent. Mais les intérêts, semble-t-il, chimiques ou les intérêts de production, etc., priment sur la santé publique. Ce n'est pas notre avis. Donc, c'est évidemment des priorités que l'on se donne les uns et les autres. Cet arrêté sera certainement annulé par le préfet de l'Ain, comme toutes les autres décisions municipales prises sur ce sujet. À Saint-Genis-Pouilly, le maire semble désormais prêt à affronter le tribunal administratif pour démontrer le bien fondé de ses arguments, tout en restant ouvert à une éventuelle réunion de concertation entre toutes les parties prenantes au dossier. Thierry Dupont, ces arrêtés anti-pesticides, ils se multiplient. Hier, sur notre plateau, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, disait « c'est de la politique ». Est-ce que c'est le cas ? Difficile à dire. Je pense qu'il y a quand même une préoccupation, y compris chez les particuliers, chez les habitants, qui se rendent bien compte que on a longtemps dit que ces produits étaient inoffensifs et que ce n'est pas le cas. Tout à l'heure, sur votre antenne, Stéphane Le Foll le disait, lorsqu'on est proche de viticulture, il vaut mieux fermer les fenêtres lorsqu'on fait certains épandages. Donc non, je pense qu'il y a un souci, il y a une inquiétude chez les habitants, chez les citoyens. Et les maires, certes, on est à 6 mois des municipales, mais je pense que les maires sont eux aussi préoccupés. Jean-Baptiste Forêt, finalement, ils se font le reflet de l'inquiétude de leur population, ces maires. Oui, tout à fait. Enfin, on a vu quand même des scores très très importants des écologistes dans les grandes villes. Et les villes qui ont pris ces arrêtés anti-pesticides sont exactement les mêmes. Donc elles ont interdit l'usage de ces produits-là. Mais ça pose parfois quelques problèmes pratiques parce que du coup, il y a plus de mauvaises herbes. Alors à la mairie de Paris, on dit que la nature s'invite en ville. Enfin, il y a une sorte de novlangue pour parler des mauvaises herbes. Mais je pense que les administrés, ils trouvent leur compte. Ils sont très opposés à ces produits-là. La difficulté pour le gouvernement, c'est qu'il y a dans le même temps un mécontentement des agriculteurs qui est assez fort, qu'il y a différentes choses, mais le glyphosate la mise au pilori du glyphosate et de tous les produits phytosanitaires fait partie de ce qui agace les agriculteurs. Donc le gouvernement est pris entre ces deux feux, entre la légitime préoccupation des citoyens et la colère des agriculteurs qui couvrent sur différents sujets, dont le glyphosate. Sébastien Fournier, un mot. J'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que ce que disait Jean-Baptiste, on peut regarder un petit peu sur ceux qui ont pris effectivement ces arrêtés. C'est là où les écologistes ont fait des très hauts scores. Je pense à Nantes, notamment, à Rennes aussi. C'est vrai que c'est dans les grandes villes. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect un peu politique. Didier Guillaume n'a pas tout à fait tort. Alors selon vous. Il pourrait avoir raison. Allez, on va passer à votre chronique, Alex. Le mercredi, vous plongez pour nous dans les archives de Public Sénat. Vous allez nous parler des municipales, Alex, et plutôt des dissidents dans les municipales, c'est ça ? Et oui, des candidats dissidents, alors que la campagne des élections municipales a déjà commencé, et notamment à Paris, où le candidat officiel de La République En Marche, Benjamin Griveaux, voit d'un très mauvais œil les candidatures dissidentes, et notamment celle de Cédric Villani. Alors écoutez d'abord comment Benjamin Griveaux désamorce la candidature de Cédric Villani. Je crois que les batailles de personnes doivent passer après l'intérêt général des Parisiens. On a un projet commun, on a un seul adversaire, c'est Anne Hidalgo. Un seul adversaire, et j'ai comparé cette séquence avec les élections municipales de 2014 à Marseille, où il y avait 6 candidats socialistes qui se disputaient en primaire citoyenne l'investiture du parti, et le candidat un peu officiel soutenu par le gouvernement socialiste à l'époque, Patrick Mennucci, justement essayait de désamorcer les autres candidatures. Écoutez-le. Mon adversaire, c'est aucun de ceux qui a été candidat, ni Christophe Masse qui n'a pas pris position et qui a fait une excellente campagne, ni Maria-Arlette Carlotti qui a fait aussi une bonne campagne, ni le président Calzelli, ni Henri Gibrayel et ni Samia Ghali. Mon adversaire, c'est Jean-Claude Gaudin et le Front National. Et voilà, l'adversaire commun, c'est donc toujours la tactique argumentaire du candidat officiel. Mais parfois, cette candidature officielle ne prend pas. Et notamment en 2008, souvenez-vous, lorsque Nicolas Sarkozy avait propulsé son porte-parole à l'Élysée, un certain David Martinon, pour briguer la mairie de Neuilly sous la bannière UMP. Mais cette candidature n'a pas pris. Écoutez ce sujet qui date de 2008.
La greffe Martinon est rejetée malgré le soutien de Nicolas et Cécilia Sarkozy, alors encore première dame. Une chance pour Jean-Christophe Romantin, le candidat de droite, mais pas UMP, qui se présente pour la première fois au municipal. Intronisé fin octobre, sa mauvaise cote de popularité est relayée sans cesse dans les médias, qui le surnomment d'ailleurs Monsieur Pas de commentaire depuis les rumeurs de divorce du président. Je n'ai aucun commentaire à faire sur cette question. Et voilà, pas de commentaire et pas de candidature non plus, puisque David Martinon avait dû abandonner la campagne. Il a même été débranché par le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Donc on espère aujourd'hui pour Benjamin Griveaux qu'Emmanuel Macron ne va pas prendre dans quelques mois la même décision. Merci Alex de nous avoir replongé dans ces archives. Ça sera tous les mercredis. Ça nous a fait sourire, il faut dire, Sébastien Fournier. Oui, c'est amusant, c'est vrai. C'est pas nouveau, les C'est pas dissidences, nouveau, finalement. voilà, on peut constater que... On peut remonter même avant les archives de l'histoire Public Sénat. se répète, cela dit, il y a quelque chose de nouveau dans ce paysage politique totalement... je vais dire défragmenté, recomposé, et encore. C'est vrai que là, les dissidences prennent une autre tournure aujourd'hui. On le voit avec La République En Marche qui essaye d'avoir un ancrage local. Donc on va regarder ça avec beaucoup d'attention. Et Thierry Dupont, tout ça, ça pose aussi la question des primaires. C'est votre papier cette semaine dans l'Express. Est-ce que c'est la fin des primaires ? En tout cas, il n'y a plus beaucoup de gens pour la défendre. En tout cas, pour la présidentielle, c'est sûr. C'est Marie Guévenoux, qui est une ancienne jupéiste passée à La République En Marche, qui dit tous ceux qui l'ont organisé ont quand même subi des déculottées monstrueuses derrière. À commencer par les Républicains, donc François Fillon éliminé au premier tour, ce qui ne s'était jamais vu pour un candidat de droite. Je ne vous fais pas le tableau pour Benoît Hamon et ses 6,5% à la présidentielle. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la primaire, elle est vue comme la responsable de ces défaites. Or, il faut bien trouver un moyen fiable et incontestable pour départager les candidats. Surtout qu'on le voit avec Benjamin Griveaux, Cédric Villani, la non-primaire, ça ne marche pas forcément mieux. Non, le résultat, c'est qu'on va avoir une primaire au premier tour de la municipale. Voilà, ils sont véritablement engagés dans une primaire qui ne dit pas son nom. Ouais. Donc, non, c'est le meilleur des systèmes à l'exception, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, pour paraphraser Churchill. Ça, c'est un jupéiste qui le dit. Effectivement, je crois que ça va être compliqué. Et notamment, ça va être encore plus compliqué d'expliquer maintenant aux électeurs qui ont pris goût, et notamment les électeurs de gauche en 2011, puis en 2017, et puis les électeurs de droite en 2016. Ça va être compliqué de leur dire que ce droit démocratique, cette avancée démocratique, on la leur retire maintenant. Jean-Baptiste Forêt. Oui, comme le disait Thierry, il n'y a pas de bon système. Aujourd'hui, on a des candidats officiels d'Emmanuel Macron. Enfin, je pense à Benjamin Griveaux à Paris, qui sont quand même pas forcément en très très bonne posture. C'est pas très bon d'être le candidat officiel de l'Élysée, en particulier à Paris. Enfin, moi, on se souvient par exemple de Michel Dornano en 77 qui s'est pris une déculottée. Philippe Séguin, c'était candidat officiel à moitié. C'était un peu plus compliqué que ça. Mais il a perdu quand même dans les grandes largeurs. Aujourd'hui, il a Cédric Villani sur ses talons. Je pense qu'Anne Hidalgo, aujourd'hui, elle peut se frotter les mains. À l'heure d'aujourd'hui, elle est quand même favorite de l'élection municipale, ce qui est quand même totalement inespéré après l'annus horribilis qu'elle a connu en 2017. Oui, si on additionne les scores de Cédric Villani et puis de Benjamin Griveaux, ça fait quand même un gros score. Donc faut-il qu'ils s'entendent entre les deux tours. Faut-il encore qu'ils s'entendent entre les deux tours, absolument. Mais attention, ça peut être des batailles de chiffonniers si on revient à 2001 notamment. Absolument, mais il faut regarder ça aussi. C'est folklorique. Mais c'est quand même étonnant de voir que pour parler de Paris, Benjamin Griveaux, qui est quand même le fidèle de la première heure, soit devenu durant ce temps, soit devenu un peu l'homme du passé, quoi. Et Cédric Villani, plutôt l'homme de l'avenir, celui qui incarne peut-être mieux finalement les valeurs de La République En Marche. C'est assez étonnant. Il ne fait que suivre l'exemple d'Emmanuel Macron, qui a refusé obstinément de participer à une quelconque primaire en 2016-2017 et qui s'en est plutôt bien tiré. J'ai bien compris. Oui. Sur les primaires, en fait, ça marque aussi, les primaires, elles étaient là aussi pour pallier à l'effondrement des partis traditionnels. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. Et alors sur le duel Griveaux-Villani, notez que Cédric Villani était présent avant-hier soir au pot de rentrée des parlementaires La République En Marche, où il y avait Emmanuel
Macron, et Emmanuel Macron lui a adressé une petite pique indirecte en disant que la division c'était mortel. Alors certains ont démenti en disant que c'était pas adressé à Villani. Il y a eu un démenti, mais voilà, il a quand même défendu la commission d'investiture. Rapidement, avant de terminer, Thierry Dupont, je voudrais vous entendre sur ce qu'a dit Gérard Larcher il y a quelques minutes chez nos confrères de France Inter. Il a dit ne pas croire à une réforme des retraites en 2020. Ce serait un braquage des régimes autonomes, a-t-il dit. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Gérard Larcher ? Qui connaît bien les retraites. Oui, on a vu déjà la mobilisation était très forte, par exemple, à la RATP, dans les transports parisiens, c'était vendredi dernier. Il y a eu aussi une mobilisation des professions libérales lundi. On voit qu'on en est encore au début, mais que c'est quand même un sujet éruptif. Le calendrier est un projet de loi pour le printemps prochain. Fin 2020. Bon, Gérard Larcher dit qu'il n'y croit pas. Voilà. Bon, on aura le temps de suivre tout ça, on en reparlera bien sûr dans ce club. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, 16h30, Rebecca Fitoussi pour Allons plus loin. N'oubliez pas, à partir de 11h, le congrès de France Urbaine. Demain, notre invité, c'est Pierre-Yves Bournazel, le candidat à la mairie de Paris. On vous attend demain. Très bonne journée sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous a présenté le Club des territoires.